Bonjour Florence, Bonjour. bienvenue dans le podcast Le village de la parentalité. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui que je puisse t'interviewer sur ta vie de maman. Déjà, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, je suis très heureuse de te recevoir chez moi. Et voilà, il fait super beau, donc tout va bien. C'est vrai que ouais, ça fait du bien ce soleil un peu. Alors, je vais te demander un petit peu, est-ce que toi, pour ceux qui nous écoutent, tu peux te présenter en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle? Qui es-tu? Alors moi je suis Florence, donc j'ai 32 ans. Je suis une personne qui est très portée sur la nature. Pour me soigner, pour vivre, j'ai énormément besoin de calme, j'ai besoin de pouvoir me ressourcer. Et après, je suis tournée depuis très jeune en fait vers tout ce qui est naturel. Donc c'est pour ça que j'ai rapidement, donc dès mes 18 ans, j'ai fait une formation à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Donc je me suis formée dessus, sur plantes médicinales, moyens alternatifs, etc. J'ai enchaîné sur une formation de fleuriste, j'ai été fleuriste pendant 10 ans. Pour me rendre compte qu'au final, c'est un métier qui ne rentrait pas totalement dans mes valeurs écologiques, mes valeurs, on va dire, de prendre soin de soi. C'est un métier qui est très éprouvant, mais ça, je l'ai fait avec passion. Mais par contre, au niveau pesticides, au niveau écologie, la fleur, elle est vraiment produite dans le monde entier. Elle arrive par avion. Enfin, c'est une catastrophe écologique, la fleuristerie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui essayent vraiment de faire attention à ça, mais 90% du métier, c'est une catastrophe. Voilà, donc aujourd'hui, j'en appelle plus à, si vous voulez faire des cadeaux, évitez de passer par des fleurs, essayez de passer par de l'artisanat, par exemple. Voilà. Donc j'ai fait 10 ans de fleuristerie, j'ai été maman, donc j'ai arrêté ma boutique. J'ai été maman d'un petit garçon le 3 janvier 2020. Et s'en est suivi une période très compliquée, donc j'ai décidé de tout arrêter. Donc moi je suis passée d'une personne qui travaillait 70 heures par semaine avec ma boutique, avec énormément de passion et tout, à me dire stop, je veux pas ça, je veux une vraie vie de famille. Mais par contre derrière ça a été le néant. Le 3 janvier 2020, du coup la naissance de mon fils, début mars on était confinés. Donc j'ai vécu vraiment toute l'année Covid avec un bébé d'1 an, relativement loin de ma famille, relativement loin de mes amis également, donc très isolée. Et on a vécu donc sur Castel-Sarrazin pendant 2 ans avec notre fils, 2 ans et demi, et on a décidé de déménager sur Agen en juillet 2021, non, juillet 2022, ça doit être ça, Ouais, juillet 2022. Et je suis tombée enceinte 1 mois après de ma fille, sachant que pour mon fils ça a été très loin d'avoir un bébé. Donc ça a été la grande surprise par rapport à ma fille. Et donc avril 2023, ma fille est née. Et voilà au niveau de ma vie familiale. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes professionnelles. J'ai monté un site internet de référencement des artisans locaux pour vraiment justement faire connaître tout l'artisanat local et permettre à tout à chacun de pouvoir consommer artisanal, local et éthique. Aujourd'hui, je suis également photographe reporter pour les artisans, les professionnels du bien-être. Et j'ai également une 3e casquette où en fait je suis naturopathe, masseuse et j'accompagne les femmes et les mamans dans un bien-être pour elles-mêmes pour pouvoir prendre soin des autres. Super, merci. Pleine casquette, j'adore. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu, est-ce que tu sais à quel moment de ta vie tu t'es dit c'est sûr un jour je serai maman? Si tu te l'es dit d'ailleurs. Alors, moi j'ai rencontré Christophe, donc mon compagnon, j'avais 15 ans. Pour lui c'était clair, il aurait des enfants un jour. Pour moi c'était clair, j'aurais pas d'enfants. Ah. Voilà. Donc ça fait 16 ans qu'on est ensemble et on a maturé ensemble, donc on s'est suivis, donc on sait qu'on est au lycée. On s'est suivis, moi je suis partie 1 an à la fac à Bordeaux, j'ai fait des études de psychologue. Et enfin en psychologie, pardon, parce que j'ai pas été psychologue, j'ai fait 1 an de psycho, je me suis vite rendu compte que la fac c'était pas pour moi. On s'est retrouvés, on a pris un appartement à Colomiers, donc à côté de Toulouse. Voilà, on a continué nos vies avec nos études, etc. Pour nous, les enfants, c'était pas du tout d'actualité.
Voilà, on a continué, donc Christophe a fini son BTS, il a fait un an de licence à Agen. Moi, je suis rentrée en apprentissage fleuriste, donc là, pareil, c'était toujours pas d'actualité. Il a été embauché à Foix, moi je suis restée à Toulouse, donc on a vécu comme ça. Moi, j'avais pas de week-end parce que j'étais fleuriste. Lui, il travaillait en banque, donc on n'avait pas du tout les mêmes horaires et on s'est retrouvés après ma formation, après mes 4 ans d'apprentissage. Lui, il était à Foix, moi, du coup, je l'ai rejoint et on a emménagé sur Castel-Sarrazin. On s'est vraiment posé. Déjà, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre ensemble parce que, de rien, il y a aussi tout ça qui fait que. On a vécu 2 ans ensemble sur Castel où vraiment, là, on s'est dit, bah, on est bien, on est posé. On devait avoir 25-26 ans. Et on a commencé à se projeter dans une vie de famille. On a pris un chien, on a pris un chat, on a fait ok, on est capable de s'en occuper. Et là, bah, on a commencé à essayer d'avoir un bébé. Et alors là, ça a été le parcours du combattant. Beaucoup moins que certaines, j'en ai bien conscience. Mais vraiment, ça a été des crises d'angoisse tous les mois, à l'arrivée des règles, des grossesses nerveuses. D'accord. Voilà, ça a été pendant 2 ans, ça a été ça. Donc je suis tombée enceinte 2 fois. La première fois que je suis tombée enceinte, j'ouvrais ma boutique. Tous les travaux étaient finis, je prends des vacances, je me rends compte que je suis enceinte, j'ouvrais 15 jours après. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout le moment, je vais accoucher en pleine fête des mères, enfin c'est du grand n'importe quoi, gros stress. Fausse couche à 8 semaines. Très très violent parce que en fait on a pris rendez-vous chez la sage-femme pour faire l'échographie de datation, donc là on était tout neuf dans le milieu, on savait rien, donc on a pris rendez-vous chez une sage-femme parce que moi je refuse totalement d'être suivie par un gynécologue. J'ai eu des gros soucis avec un gynécologue un peu comment expliquer. Clairement, j'aurais pu porter plainte contre lui. Abusif. Voilà, clairement abusif. Donc moi, les gynécologues, je suis plus capable du tout d'aller en voir. Même une femme, je peux plus. Donc c'était sage-femme, une sage-femme échographe sur Montauban, d'une douceur proche d'un cactus. J'attendais pas ça. Voilà. Qui m'a fait l'échographie, donc il était 8h du matin, je me rappelle très bien, elle m'a fait l'échographie, elle m'a fait « Vous êtes trompée ». Comment ça, je me suis trompée? Ah là, vous êtes pas enceinte de 8 semaines, hein. 4 semaines éventuellement, mais non, c'est sûr en fait, je suis malade en crevé, donc on n'a pas eu de rapport depuis 4 semaines, donc non, en fait, c'est sûr, je suis enceinte depuis beaucoup plus longtemps que ça. Elle me dit, ah bah alors du coup, la grossesse, ça n'est pas viable, le bébé, il vit pas. Non, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça. Et là, ok. Et elle me dit, on se revoit dans quelques jours si vous voulez, mais là je pense que de toute façon, soit vous l'évacuez, soit faudra prendre des médicaments, faudra passer par l'hôpital. Donc la première grosse claque, je me rappelle plus vraiment ce qui a pu se passer après parce que c'était dans un flou total. Je pense que j'ai pleuré pas mal, effectivement 2 jours après, fausse couche, j'ai évacué. Mais c'était une première grossesse, donc moi j'en avais déjà parlé autour de moi. Enfin, ça a été vraiment une douche glaciale et ça faisait, je pense, à peu près 6 mois qu'on essayait d'avoir un bébé. Donc c'était pas tout neuf où on se disait bon. Donc on est passé par là. Pendant 1 an, on a réessayé rien, absolument rien. Donc là, effectivement, là j'ai fait grossesse nerveuse. Tous les mois, j'étais persuadée que c'était bon, là c'était enceinte. Donc je faisais des tests tous les mois. C'était pas le cas. J'étais sûre que les tests étaient en faux négatif, donc j'allais faire des prises de sang, payées de ma poche parce que je passais pas par le médecin à chaque fois. Les prises de sang étaient très très basses, enfin voilà. Donc il y a eu ça, je suis retombée enceinte donc 1 an après. À me dire bon je sais pas trop, en fait on va voir, mais effectivement là le test est positif. C'était vraiment tout pile 1 an après parce que c'était au mois de juillet l'année suivante. Et on retourne chez cette sage-femme et 2 jours avant de l'échographie, refausse couche. Donc là, elle n'a pas eu le temps de me l'annoncer, mais j'y suis allée en lui disant j'ai des gros saignements depuis 2 jours. Elle me fait l'échographie, elle fait effectivement, il n'y a rien. Donc elle me dit là, ça fait quand même 1 an et demi que vous essayez, 2 fausses couches, on va enclencher quand même tout un tas
d'examens, enfin on va voir ce qui se passe quoi, hein, de chaque côté. Donc on a fait tous les examens possibles et inimaginables. On était aux portes du début du parcours PMA en fait. Okay. On a vu des gynécologues, on a vu pas mal de choses. Et ben en fait, aux portes, je retourne enceinte. Je prends la décision très très rapidement, donc échographie datation qui se passe bien. Comme ça, hein, mais toujours avec la même sage-femme, parce que je suis un peu maso. Il y en a plein qui m'ont posé la question, mais pourquoi tu n'as pas changé? Je ne sais pas. Je sais pas. Je devais être en confiance quand même, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais du coup, je prends la décision quasiment dans le premier mois d'arrêter la boutique, parce que je me rends bien compte que déjà avec toutes les fleurs... il me semble qu'ils ont fait une étude, c'est plus d'une centaine de pesticides dans les urines d'un fleuriste à la fin de la journée. Waouh! Voilà. De pesticides, autres produits nocifs, etc. Donc pour moi, ça a été net. J'ai plus envie de toucher à la fleur. Je peux pas fermer là tout de suite parce que on devait être en mars-avril. La fête des mères étant fin mai. Je voulais au moins tenir jusqu'à la fête des mères. Donc j'ai embauché quelqu'un qui est venu vraiment me faire le plus gros de la boutique parce que j'étais malade en crevé. J'ai perdu 8 kilos en 3 mois. Donc à vomir tous les jours, je pouvais pas manger du tout. Donc ça a été assez compliqué à ce niveau-là, mais j'ai été bosser tous les jours parce que de toute façon la boutique elle pouvait pas tourner toute seule. Et j'ai fermé la boutique tout pile 2 ans après l'avoir ouverte. Et j'ai fait mes 4 mois de grossesse ou 5 mois de grossesse au calme à la maison. Mais alors, pour moi, ça a été un moment hyper salvateur de pouvoir rester avec moi-même dans le calme, etc. Alors que ça faisait pratiquement 10 ans que j'étais fleuriste et que j'étais à fond tout le temps en prenant quasiment pas de vacances, etc. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir avoir cette pause-là. Et donc voilà, c'est arrivé naturellement. Le pourquoi, est-ce qu'on fait un enfant maintenant ou pas, c'était juste un peu long. Et vraiment, ça a été une période très très compliquée moralement. Le avant de pouvoir avoir un bébé parce que c'était moi je suis passée par pas mal de périodes de est-ce que vraiment je suis pour ça, est-ce que je le mérite, voilà, ça a été beaucoup de questionnements et puis mine de rien 2 ans à attendre tous les mois. J'ai passé par vraiment des phases, donc j'ai fait appel à des naturopathes pour vraiment me rééquilibrer totalement en termes de nourriture, en termes de compléments alimentaires, d'hygiène de vie, parce que j'avais beau avoir les bases, l'hygiène de vie n'était pas parfaite non plus. Donc voilà, on a changé quand même pas mal de petites choses dans notre quotidien, et tant mieux, en fait, ça a été un cheminement qui nous a apporté, aujourd'hui j'ai l'impression, une vie plus saine pour avoir des enfants en tout cas. Ça a été un cadeau à côté, on va dire. C'est ça. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu des examens que tu as pu faire de cette traversée-là où à partir des deux fausses couches, on vous a dit bon, il faut quand même enclencher quelque chose parce que je commence à en avoir beaucoup autour de moi qui vont avoir 1, 2 fausses couches et qui se posent la question qu'est-ce qui va se passer là, qu'est-ce qu'on fait comme examen, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu Alors, je suis pas sûre de me rappeler de tout, mais concrètement, déjà j'ai fait échographie des trompes, échographie des ovaires, spermogramme, je crois que ça s'appelle comme ça. Pas pour moi du coup, mais pour mon conjoint, pour savoir un peu déjà si tout allait bien en fait. Même si on avait fait, même s'il y avait eu 2 grossesses, mais voilà pourquoi ça pouvait pas fonctionner. Il y a eu, tout était normal au niveau des examens, donc ça a été beaucoup, oui mais c'est dans votre tête, c'est psychologique. Et ça c'est terrible à entendre, vraiment. Aujourd'hui, moi je me rends compte en étant praticienne en santé naturelle, j'ai étudié la médecine chinoise, je fais beaucoup de massages sur les mamans. Vraiment, quand on est dans ce cas-là où il n'y a pas de problème avéré médical, c'est pas que dans la tête. En médecine chinoise, on le voit, il y a 3 protocoles à mettre en place quand on n'arrive pas à mener une grossesse, soit fausse couche, soit parce que ça n'arrive pas à s'implanter. Il y a vraiment des protocoles et ce n'est pas que dans la tête. Il faut arrêter. Oui, il y a du stress. Oui, il y a plein de choses comme ça. Oui, on nous dit en continu, il faut arrêter d'y penser parce que quand vous arrêterez d'y penser, ça va marcher. Non, c'est pas possible. Quand on ne pense qu'à ça, on ne peut pas se dire je vais lâcher prise en fait. Quand on n'est pas accompagné, c'est pas possible.
Donc vraiment, moi j'encourage en tout cas ceux qui font quelques examens et à qui on dit tout va bien, on va voir comment ça avance, de se tourner vers une naturopathe, de se tourner vers quelqu'un qui fait de la médecine chinoise. Il y a vraiment des protocoles à mettre en place qui sont déculpabilisants parce que le corps a besoin d'être soutenu. En médecine chinoise, on va parler de la faiblesse des reins, on va parler d'une mauvaise circulation de l'énergie, etc. La médecine chinoise, c'est une médecine qui est avérée. En Chine, ils ne se soignent que comme ça. C'est pas une médecine alternative. C'est une médecine complémentaire à notre médecine actuelle en Occident. En médecine chinoise, on n'est pas obligé d'être médecin. On peut être praticien en méthode traditionnelle chinoise. On peut faire de l'acupuncture, on peut faire en chauffant avec un moxa, on peut faire du massage. Et tout ça, c'est un accompagnement du corps. Il y a un rééquilibrage alimentaire à faire derrière, parce qu'on a besoin de soutenir son corps. Mais il y a des personnes qui sont simplement fatiguées au niveau du corps, qu'on a besoin de rebooster. Et on ne peut pas accueillir un bébé si le corps il est déjà fatigué, ou si le corps il est déjà en faiblesse de quelque chose. Donc il y a des petits leviers à faire et à être accompagné pour pouvoir ensuite bien mener une grossesse. Il y a des pathologies qui existent, mais il n'y a pas que ça. Et quand on nous répond c'est dans la tête, non, c'est pas le cas. Et même si c'était dans la tête, on a besoin d'être accompagné. Une sophrologue, un praticien, une naturopathe, un psychologue. Il y a vraiment des soutiens psychologiques parce que parfois on a juste besoin de venir poser des mots et ça va venir faire des libérations au niveau du corps. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça veut dire que le corps médical classique, à aucun moment donné, t'a dit bon, nous là, on peut plus rien faire, voilà, parce que tous vos examens sont ok, mais allez voir un tel, allez voir. Absolument pas. Ouais, c'est démerdez-vous, c'est votre faute en gros quand même. Hein. C'est ça. Vous inquiétez pas, quand vous arrêterez de penser, ça marchera. Ouais, quand j'aurai 50 ans et que je me dirai, mais effectivement, là, c'est plus possible, super, merci, vraiment. J'apprécie. Mais non, le corps médical, effectivement, n'oriente pas, ou pas assez. Enfin, nous, en tout cas, on n'a pas eu cette orientation-là. Et donc, ça a été vraiment des recherches de ma part où je me suis battue. Je me suis dit, en fait, on ne peut pas juste nous laisser comme ça. Moi, il en existe plein des pathologies comme ça où le corps médical il nous dit oui, vous en chiez tous les jours, mais on peut rien faire pour vous parce que médicalement parlant, tout va bien. Non, en fait, on peut pas laisser les gens comme ça. Donc là, en tout cas, dans ce cas précis de fausse couche, et parce qu'il n'y avait pas que la fausse couche qui les inquiétait, c'était vraiment le fait que je mette un an avant de réussir à retomber enceinte. Donc il y avait quelque chose qui allait pas, mais sur tous leurs examens, parce que j'ai fait donc du coup pas mal de prises de sang, je pense que c'était à peu près tout ce qu'on a fait en termes d'examen, parce que mine de rien, en un an, on a dû voir 2 fois la gynécologue. Il faut savoir que quand on prend rendez-vous, elle nous reçoit 3-6 mois après, elle nous voit une première fois, elle prescrit toute une batterie d'examens, et elle nous dit quand vous aurez fait tout ça, je vous reçois. Ok, mais du coup, avant de prendre les rendez-vous, de pouvoir faire les échographies, les prises de sang, le spermographe, il se passe pas mal de temps. Donc c'est sûr, on est occupé sur on va faire tout ça. Et quand elle nous a reçus et qu'elle nous a dit tout va bien, on peut lancer un protocole PMA. Non, c'est dommage quoi. Donc là, ça aurait été piqué aux hormones, etc. Enfin, le parcours PMA, il est quand même lourd et il y a pas mal de familles qui n'ont pas besoin de ça. D'accord. Et alors, vous, en tant que couple, comment vous avez traversé tout ça? Ça devait pas être évident non plus d'avoir tout ça qui vous arrive d'un seul coup. Est-ce que vous avez tenu bon? Vous avez été soudés ou au contraire, ça a été plutôt un moment assez rude? Alors non, de ce que je me rappelle, on a quand même été très soudés à ce niveau-là. Moi, je me suis quand même sentie relativement seule parce que j'avais la sensation d'être tout le temps en train de raconter la même chose. De tout le temps dire ouais, mais ça marche pas, c'est de ma faute, etc. Et en face, en fait, je me retrouvais vraiment avec ouais, mais je sais plus quoi te dire là. Je sais que j'ai pas mal reproché à mon compagnon de ne pas être aussi malheureux que moi. D'accord. De m'effondrer vraiment. Et puis, je me suis énormément reproché moi de ne pas être capable d'accueillir un enfant. Et ça, lui, il ne savait pas comment m'accompagner là-dessus. Mais le couple a quand même tenu et voilà, on essayait quand même d'être bien l'un vers l'autre
On n'avait pas du tout envie d'avoir des rapports en mode là c'est maman, Ouais. c'est l'ovulation. C'était un peu ce qu'on nous avait dit pour le parcours PMA. Donc là, la spontanéité n'y étant plus, on s'est dit ouais, c'est moche, je crois quand même. Donc à ce niveau-là, ça allait. Ce qui est déjà énorme. Oui. Parce que déjà, des fois, ça peut mettre à mal Oui. tout un couple. Et alors, ce petit Joël, son arrivée, comment ça s'est passé? Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu? Alors, son arrivée, ça a été très très rapide. Donc moi, j'ai été suivie par une sage-femme qui m'a fait tout la préparation à l'accouchement en me disant l'accouchement, c'est quelque chose de très long, très long. Quand vous commencez à sentir les premières contractions, vous faites votre ménage, votre vaisselle, vous restez chez vous, vous restez active. Mais voilà, vous ne venez pas tout de suite à la maternité, c'est très long, un accouchement. D'accord, donc moi, ok, un accouchement c'est très long. Je me rappelle, donc, il est né le 3 janvier à 4h du matin. Donc le 3 janvier à 1h, 1h15, je me réveille. Et je me dis, oh, je me sens pas... Je vais peut-être aller faire pipi. Je me sens pas... je sens qu'il y a un truc là quand même. Il était prévu pour le 17 janvier. Ok. Donc moi, je n'imagine pas du tout... je me rappelle le 31 décembre, on attendait des amis et là j'ai eu une contraction. J'ai fait oh là là, c'est horrible, c'est maintenant, ça va se passer, là c'est affreux, qu'est-ce qu'on fait? On a eu une contraction. Ok, le faux départ, mais dans l'angoisse totale, j'ai fait une demi-heure de j'en peux plus, je sais plus comment faut réagir. Là j'étais ultra zen, 1h15, ou 1h moins quart, pardon, 1h moins quart, ultra zen. Je vais faire pipi, je sais pas pourquoi, je me fais couler un bain. Je prends une demi-heure de bain. Ça réveille Christophe du coup. Il me dit ça va? Oui, très bien, franchement super. Je sors du bain, je dis j'ai un peu mal dans le bassin là. Je suis allée faire du ballon. 2h du matin, je perds les os. Ah, on va peut-être appeler la clinique. On appelle la clinique, on avait une demi-heure de route. Donc on était avec un plateau technique, donc on appelle la sage-femme, on appelle la clinique, on appelle tout le monde. La sage-femme fait ok, bah, je me prépare, j'arrive, venez tranquillement. Donc là il était on va dire 2h15, on charge la voiture, on y va. Traverser donc tout le Tarn-et-Garonne dans un brouillard. On arrive en bord de Tarn à 10 minutes de la clinique. On arrive en bord de Tarn, je lui dis là faut que tu t'arrêtes. Je vomis. Et là, je me mets accroupie dans le brouillard, un 3 janvier, il devait faire 0 degré. Et je lui dis, je suis trop bien, je vais rester là. Parce que je douillais, mais je douillais. La voiture, c'était juste horrible. J'en ai un souvenir très vague. Et je me rappelle avoir hurlé toute la voiture. Et là, j'étais accroupie en bord de Tarn dans le brouillard. Et j'ai fait, là, je vais rester là. Et là, Christophe, il me regarde. Non, ça va pas être possible. non, tu vas monter en voiture. Ah non, vraiment. Là, je me sens bien. Je vais rester là. Donc je pense que dans sa tête, ça a été oh putain. Donc il m'a pris, il m'a remis dans la voiture et là j'ai redoublé. Je suis sortie pieds nus de la voiture pendant qu'il allait la garer. Je sonnais comme ça en disant fallait me cacher, j'en peux plus. La sage-femme, elle était là. C'est quoi cette hystérique qui arrive? Elle vient me récupérer. Donc il y avait tout un couloir à faire. J'ai eu peut-être 5 contractions pendant ce couloir. Et elle me dit je comprends, vous étiez un petit peu énervée sur la sonnette. Bah oui, parce que j'ai vraiment des contractions, c'est sévère là en fait. Elles me mettent sur la table d'examen, elles me disent ne vous inquiétez pas, on va vous ausculter, tout va bien. Elle est dilatée à 10, salle d'accouchement. D'accord. Donc salle d'accouchement, ma sage-femme plateau technique n'était pas arrivée. Elle est arrivée, elle m'a vue en salle d'accouchement, donc déjà j'ai été reçue par une très vieille sage-femme qui m'a dit, à qui j'ai dit, bah là en fait je suis bien accroupie, je voudrais juste rester comme ça. Ah non, c'est pas possible madame, c'est soit vous montez sur la table, soit vous rentrez chez vous. Parce que moi, soit vous êtes allongée sur le dos et je peux voir ce qui se passe, soit je ne vous accouche pas. Et bah ok, c'est pas ce qu'on m'avait dit moi pendant mes préparations à l'accouchement, je pouvais me mettre comme je voulais. Non, vous allongez sur le dos, d'accord. Et là ça m'a suivi, j'ai pas trop la notion du temps, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, où ils ont appelé le gynécologue en urgence. Ma sage-femme est arrivée, elle a fait ah d'accord, et donc j'ai bien compris à sa tronche qu'il y avait un problème. Je me suis retrouvée avec 5 personnes autour de moi alors que j'étais le seul accouchement. Donc on va dire mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe en fait? Respirez madame, ils m'ont foutu le masque à oxygène, ils ont pris les spatules, j'étais là mais qu'est-ce qui se passe en fait?
Et ils ont sorti mon fils en l'espace de quelques minutes. Ils l'ont sorti vite. Ils me l'ont montré comme ça, ils sont partis. Là, on t'a rien dit là. On m'a rien Qu'est-ce dit. qui vient de se passer? On m'a rien dit. Et il y a eu un... Alors si, ils ont dit à Christophe, vous vous asseyez là et vous bougez plus. Et à un moment, j'ai hurlé en disant, mais vous me faites hyper mal. Christophe s'est levé, il avait qu'une envie, c'était de balancer un poing dans la gueule du gynéco qui était pas du tout aimable. Et le gynéco, il a fait, ben ouais, mais il faut bien que je le sorte. D'accord. Merci monsieur pour votre délicatesse. Donc ils ont pris mon fils, aucune nouvelle. Je me suis retrouvée d'un coup toute seule dans la pièce. Ils ont éteint les lumières et ils m'ont dit, reposez-vous madame. Mais non. Et là, je me rappelle, on a été séparés pendant 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai grelotté. J'étais comme ça, donc je pense que j'étais en état de choc avec le recul. Le gynéco est revenu, il m'a recousu. Moi, j'avais pas de péridurale, j'avais rien. Il m'a recousu, il m'a fait 2-3 injections, il m'a recousu. Et en fait, j'étais en état de stress total et il m'a dit, mais en fait, là, il va falloir respirer, madame, parce que vous allez tomber dans les pommes et là, on a l'air con, en fait. Oui, merci du coup de votre délicatesse, vraiment, j'apprécie énormément. Ça m'aide à me détendre. Ouais, c'est ça. La sage-femme est revenue, elle m'a dit votre fils ça va, hein, parce que mon mari était quand même revenu pour me dire je vois Joanne, il est en couveuse, il va bien, etc. Donc en l'espace de 5 minutes, tout allait très bien en fait. Donc je sais même pas pourquoi il en est. Et en fait, on a été séparés pendant 2 heures parce que la couveuse, la température de la couveuse ne fonctionnait pas. Et donc du coup, ils avaient l'impression qu'il se réchauffait pas. Mais si, lui, il allait bien. Mais la couveuse, la sonde de température ne fonctionnait pas. Donc on a démarré comme ça dans la vie. et vraiment, j'étais toute seule dans la clinique. Donc ils étaient tous dans la salle à côté, je les entendais rigoler. Tout. Moi j'étais toute seule dans ma salle et je grelottais. Et j'étais là, ok, mais en fait c'est ça pour un accouchement super. Et après tout s'est bien passé. Joanne il a été mis au sein, il a très vite pris le sein, on est parti en chambre. On a été très très bien accompagnés à la clinique, mais alors l'accouchement... Et ils t'ont même pas expliqué pourquoi les spatules, qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Alors, ils m'ont dit, l'accouchement est allé trop vite et il s'est présenté comme ça au lieu d'être comme ça. Donc ils m'ont dit, là il faut le redresser et apparemment, de ce que j'ai réussi à glaner comme info, je respirais pas. Du coup, il était en manque d'oxygène et il fallait vraiment le sortir au plus vite. Ok. Voilà, c'est les seules infos que j'ai réussi à glaner. Mais il n'empêche que le tact n'y était pas, quoi. Ah ouais, voilà. C'est les mots, tu peux faire quelque chose dans l'urgence, mais... Voilà, verbaliser, Ouais, être accompagnant, il me semble, en tout cas. Mais oui, tout à fait. Ça a eu des répercussions particulières? T'as repensé à cet accouchement? Ou ça va? Cet accouchement, je m'en suis voulu pendant pratiquement 1 an. Moi, je pense que la dépression postpartum qui en a découlé, elle est en grande partie à cause de ça. En grande partie à cause de cette séparation que j'ai vécue qui a été extrêmement violente pour moi et pour mon bébé. Parce que du coup, pendant 1 an, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je pense qu'il y a d'autres choses qui font que. Mais Joanne, il a toujours eu des problèmes de sommeil, mais terribles. Parce que on a passé. Sur la première année, il se réveillait pratiquement toutes les heures pour savoir si j'étais bien là. Je ne pouvais pas le laisser dormir à la sieste, il était accroché à moi en écharpe tout le temps. Donc ça a été un vrai parcours derrière pour se reconstruire, quoi. Et puis moi, cette incompréhension, cette non-information, et j'ai vu une psychologue que Maman Blues, je crois que c'est ça, m'a conseillé, une personne qui en gros m'a fait comprendre que j'avais pas fait mon job de maman. Par certains mots, elle me faisait vraiment comprendre que voilà, à un moment il fallait que je passe au-dessus de ça et puis que j'avance, quoi. Une psychologue de Maman Blues? Oui. Ah oui. Ouais. Donc je la conseille pas. Non, du coup, c'est ça. Okay. Donc voilà. Il y a plusieurs choses qui ont fait que derrière ça a été très très compliqué à se construire en tant que famille. Moi je me suis pas sentie maman du tout. J'ai pas eu l'impression d'avoir accouché. J'ai juste eu l'impression que c'était un champ de bataille et que j'étais presque pas là en fait. Un peu comme dépossédée de son moment. Ouais, complètement. Tu veux nous parler un petit peu de cette première année du coup La première année, elle a été extrêmement compliquée. Christophe du coup a eu 15 jours de congé paternité. 15 jours où ça a été
Ça s'est très bien passé. Quelques jours, je crois que c'est 2 ou 3 jours avant qu'il reprenne, Johan a commencé à pleurer parce qu'avant, c'était un bébé qui dormait beaucoup, qui pleurait très peu. Moi, l'allaitement a été très compliqué à mettre en place, mais j'ai rien dit à personne. Donc je souffrais, mais je savais pas si c'était normal ou pas. Et du coup, juste avant qu'il reprenne le travail, Johan a commencé à vraiment décharger. Parce que le premier mois, c'est pareil, on a eu énormément de monde qui sont venus nous voir. Et alors, la fatigue. Moi, je me suis dit, c'est clair, si on en a un deuxième, il n'y aura personne le premier mois. Je ne veux voir personne. Donc, déjà, à la maternité, j'avais cadré les choses, les parents et uniquement les parents, c'est tout. Et du coup, les premiers hurlements qu'il a fait, j'ai pas supporté. Mon cerveau a vrillé complètement. Je pouvais pas en fait. Donc je me rappelle très bien avec mon bébé qui hurlait, Christophe qui l'avait dans les bras, et moi qui me bouchais les oreilles et qui pleurait en continu. Donc ça a été... Enfin moi je suis ultra sensible au bruit, et en fait un bébé qui pleure, mais quand on n'est pas habitué à ça et qu'on est fatigué, mais c'est juste horrible, c'est de la torture. Donc pour moi déjà ça a été compliqué à ce moment-là. Et ensuite, quand il a recommencé à reprendre le travail, en fait je sortais pas de ma chambre. J'angoissais terriblement et j'avais fait de ma chambre en fait un cocon, une bulle de protection, et en fait je restais au lit tout le temps. Mon fils dormait à côté de moi, je restais au lit au cas où. Sans vraiment comprendre, avec le recul, vraiment je pense que j'avais peur en fait de le laisser, cette séparation soudaine, je pense que c'était un traumatisme. Et du coup, je le regardais dormir, j'attendais. Si j'avais besoin de faire pipi, je courais, je revenais. Je mangeais quasiment pas. Enfin, ça a été vraiment... Les premiers jours qui ont suivi ont été très très compliqués. Le confinement est arrivé au mois de mars, donc ma mère est venue 1 mois chez nous. Ça a été une horreur. Ah ça a été une horreur. Non, parce que chaque fois je m'y attends pas, je crois que c'est... Ok. Non, elle a été, en fait, elle m'a sorti 1001 conseils. Et en fait, elle me sortait des conseils, mais aussi des... Mais oui, mais je sais que tu vas pas y arriver. C'est très compliqué pour toi. Donc c'était très sournois comme manière de faire. On était confinés, mais Christophe, lui, du coup, était dans un boulot où il fallait qu'il continue à être au boulot. Donc, en fait, il n'était pas là. Donc j'ai essayé d'avancer pas à pas, mais avec un bébé qui se réveillait toutes les 2-3 heures, donc extrêmement fatigué. Je pense que j'ai chopé le Covid aussi. Donc ça devait être fin février. J'étais plus capable de le soulever. Donc je savais pas si c'était mon accouchement, le Covid on n'en parlait pas. Fin février, on savait pas vraiment ce que c'était. J'ai passé 3-4 jours à énormément tousser et à même plus pouvoir soulever mon bébé. Donc un extrême état de faiblesse. Le fait que ma mère vienne pendant 1 mois, ça a été quand même salvateur parce que du coup elle me faisait manger. Donc ça a quand même été bien. Mais il y a eu du bourrage de crâne quand même derrière qui a été un peu compliqué. Et j'ai vécu, en fait, je passais pas une journée sans pleurer. Vraiment tous les jours. Je pense qu'à cette période-là, j'ai dû perdre... j'ai terminé ma grossesse, je pense que j'ai perdu 10 kilos dans les premiers mois. Parce que du coup, j'avais mon fils tout le temps en écharpe de portage. Donc c'est très bien, je respirais la nature, mais j'étais tout le temps en train de marcher. Donc je dormais pas la journée, je dormais très peu la nuit. Le manque de sommeil, ça fait des dégâts énormes. Donc j'ai mis presque 1 an avant de vraiment m'en sortir. Ce qui m'a énormément aidée, c'est quand j'ai commencé ma formation de praticien en santé naturelle. Mon fils avait 10 mois, c'est la première fois que je le laissais. Tu l'as laissé à qui, à papa? Je l'ai laissé à son papa et c'était à Toulouse, donc j'avais 45 minutes de route. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. J'y allais au début, j'étais très renfermée, je me rappelle, je n'osais parler à personne, j'étais pas bien, je pensais juste à mon fils. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis ouverte et c'était 1 fois tous les mois. Et c'était ma bulle d'oxygène 1 fois tous les mois. Et j'ai commencé à me reconstruire grâce à ça en fait. D'accord. Donc moi j'avais conscience, s'il y a une chose aussi qui m'a énormément détruite, c'est les réseaux sociaux. Énormément. Parce que du coup, en mère ultra angoissée que j'étais, je me suis abonnée à tous les comptes de trucs bienveillants, avec tous les mamans qui disaient « Mais regardez, mon enfant, quand je le pose là, il joue pendant 1 demi-heure. » Moi, je posais mon fils, si je me faisais un pas en arrière, il se mettait à hurler. Et du coup, mais remise en question constante, pourquoi les autres enfants ils font ça, mon fils il n'est pas capable, qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'il fasse ça?
Et donc en fait, les réseaux sociaux m'ont bouffé. Parce que quand on est dans cet état-là, on n'a pas de recul en fait. C'est ça. Donc il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont quand même assez... qui reflètent pas vraiment la réalité. Et les mamans qui sont absolument parfaites, qui ont des enfants absolument parfaits, une maison complètement rangée et qui font des bons petits plats tous les jours, il y a aussi un derrière, quoi. Il y a qui derrière qui les aide, comment elles sont au quotidien, qu'est-ce qui se cache derrière ces photos parfaites. C'est pas la réalité. Mais sauf que ça, quand on est en plein postpartum avec un bébé, la prise de conscience, elle n'y est pas, quoi. Donc moi, j'avais conscience de faire une dépression postpartum, mais j'ai rien fait. Ok. J'ai subi. Et j'en ai beaucoup voulu aux personnes de mon entourage qui me regardaient et qui faisaient rien non plus. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'était pas à moi de réagir à ce moment-là, ça aurait été aux autres. Et on m'a laissé couler, en fait. Et je me suis sortie à la force des bras de cet état-là. J'ai beaucoup de personnes après qui m'ont dit, waouh, mais franchement, t'es vraiment forte pour avoir réussi toute seule à t'en sortir. Ouais, mais en fait, j'aurais bien voulu à un moment, dans mes états de faiblesse, qu'on me dise pas t'es forte, en fait. Mais ok, t'as le droit de t'effondrer, mais par contre, on est là pour t'aider, quoi. Donc, Waouh. Et pourquoi tu as fait cette formation comment elle t'est venue? Parce que bon, tu étais dans un état quand même de dépression postpartum et tu t'es dit, je vais quand même aller faire une formation, quoi. En fait, j'étais inscrite à cette formation avant d'arrêter ma boutique. J'ai décalé d'1 an parce que clairement, j'allais accoucher au moment où j'étais à 6 mois de grossesse quand la formation aurait dû commencer. Donc j'ai décalé d'1 an. Le directeur a été OK que je passe sur la promo suivante. Donc en fait, j'avais pas envie de redécaler encore. Pour moi, cette formation, elle était prévue déjà 2 ans en avance. Donc c'était parti, quoi. Ouais, t'es arrivée au bon moment. Oui, elle était pas là par hasard. Oui. Ouais, c'est ça qui est chouette. Et comment a réagi ton chéri par rapport à ton état? Ça devait être dur de te voir comme ça, mais est-ce qu'il avait les mots? Non. Trouver les mots? Non. Déjà, il n'avait pas conscience de tout ce qui se passait. Lui, il a essayé de pallier quand je lui disais mais je suis tellement fatiguée que je peux pas m'occuper de la maison. Il a pris une femme de ménage. Okay. Sur plein de choses, en fait, il a essayé de pallier comme il pouvait. Ouais. Il a fait appel à ses parents. Enfin voilà, on a essayé, mais il comprenait pas pourquoi j'étais dans cet état-là. Il se sentait totalement impuissant et en fait, il a sombré. Il a tenu au maximum, mais clairement, il savait plus comment faire. Il était épuisé. Il y a toute une période où on a été obligé de dormir dans 2 chambres séparées parce qu'il était épuisé et il pouvait rien faire. Il était en allaitement total, mon fils. Donc, quand Christophe il prenait Joanne, ben en fait, pour que je puisse dormir un petit peu, Joanne, il ne pouvait pas rester sur lui et dormir comme ça. Il était obligé de le prendre en échelle de portage et de marcher. Donc en pleine nuit, marcher, bah, oui, ça me soulageait. Pendant 2 heures, je pouvais dormir. Mais par contre, lui, il dormait pas du tout. Il pouvait pas s'asseoir. Ça réveillait Joanne tout de suite. Il avait une hypervigilance au sommeil qui était très très poussée. Donc bah, en fait, on a fait comme on pouvait, en se sentant très démunis par rapport à ça. Et moi, quand j'ai commencé à remonter la pente, lui, il a sombré. Il a sombré dans son travail, ça allait plus du tout. Il a complètement lâché. Il s'est éteint, en fait. Donc ça a été vraiment compliqué et de remonter tout le monde. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, il a changé de travail, il s'est rendu compte déjà de ses conditions de travail et donc il a pu changer en étant beaucoup plus heureux aujourd'hui. Mais je sens quand même qu'il a ce truc de... lui qui a toujours voulu avoir des enfants, il a vraiment ce truc de... des enfants, c'est hyper dur. Pourtant, il y a une petite deuxième qui est arrivée. C'est ça. Alors ça a été un bébé surprise. On s'était toujours dit qu'on voulait avoir 2 enfants. Mais alors moi, vu le parcours du combattant, ça a été avant. Mais jamais je me serais imaginée. Donc tout le monde nous disait alors, le deuxième c'est pour quand? Des questions très délicates. Voilà. Moi c'était le deuxième, je sais pas, mais peut-être un jour quand on dormira. Parce que bon, comment dire que je le sens pas en fait d'avoir un bébé et un enfant qui dort pas. Et en fait, on a déménagé et 1 mois après, je suis tombée enceinte. Alors pour moi, ça a été un choc terrible. Okay. Quand j'ai compris que j'étais enceinte, j'ai fait que pleurer. La première échographie de datation, alors pas du tout avec la même sage-femme, parce que du coup, on n'est plus du tout au moment. La première échographie de datation, je l'ai vécue dans un brouillard total.
J'ai eu aucune réaction. T'étais absente? Complètement. Je me rappelle pas de l'écho, je me rappelle pas de ce qui a été dit, je me rappelle que j'ai eu aucune réaction. Par contre, j'étais malade comme la première grossesse, pendant 2 mois, et je n'ai fait que vomir, c'était génial. Et après, j'ai tout détesté dans cette grossesse. Mais vraiment, je me sentais grosse, j'en avais marre, je me sentais une grosse baleine. J'avais juste envie d'être avec mon fils, mais j'étais fatiguée. Du coup, j'ai été grognon pendant 9 mois. C'était génial. J'ai pas forcément arrêté de travailler parce qu'au final, moi, ça me plaisait de pouvoir continuer à être avec le site, etc. L'énorme erreur que j'ai faite, c'est que j'ai organisé des marchés artisanaux 1 mois après ma date d'accouchement. Parce que du coup, en fait, j'avais tellement ce stress d'inactivité pendant 1 an avec Joanne que je me suis dit, ok, mais je vais faire plein de trucs parce que j'en suis capable. Non, en fait, j'étais juste fatiguée derrière tout le monde, en fait. Et bon, après, ça s'est quand même très bien passé, mais ce truc d'anticiper pour éviter de... Et après, il faut quand même savoir que là, ça va faire 2 ans que je suis suivie par une psychologue qui est extraordinaire et qui m'a énormément aidée dans cette acceptation, dans donc elle fait de l'EMDR. Elle m'a énormément aidée sur voilà, ça va bien se passer en fait. Aujourd'hui, t'es pas seule, donc tu vas pas repartir dans cette dépression. Et j'ai commencé à être suivie par elle pour toute autre raison, mais par contre, elle a été d'un soutien extraordinaire pendant toute ma grossesse parce que j'ai commencé à être suivie par elle en juin et je suis tombée enceinte fin juillet. Et donc on a travaillé toute ma grossesse, on a travaillé toutes mes peurs, on a travaillé mon accouchement. Enfin, on a fait un travail extraordinaire qui fait que je suis arrivée le jour de l'accouchement totalement sereine. Parce que moi, m'imaginer re-accoucher un jour, mais c'était inenvisageable pour moi. Donc là, vraiment, pour moi, c'était très très salvateur. Et puis toutes mes crises d'angoisse, elles ont été atténuées. Sur la première année, tout a été bien accompagné. Enfin, vraiment, là-dessus, aucun regret. Je me suis toujours posé la question de quel intérêt d'avoir un psychologue. Aujourd'hui, je me pose plus du tout la question. Comment t'as fait pour la choisir? Parce que c'est souvent on me dit, ouais, avoir un psy, mais comment on fait? Il y en a tellement, on va voir qui Moi, des psys, j'en ai vu plusieurs dans ma vie. Ok. Parce qu'en fait, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans. Donc j'ai été amenée chez des psys. Quand j'étais en fac de psycho, j'ai été voir des psys. Enfin voilà, des psys, j'en ai vu plein. Je les ai toujours tous détestés. Donc au bout d'1 ou 2 séances, c'était niet, je voulais plus les voir. Donc pour moi, c'était... Voilà, je me disais même pas j'en aurais besoin et j'irai voir quelqu'un un jour. À Castel-Saint-Razin, j'ai commencé le yoga. Ça s'appelle le yoga de Samara, qui est très... Enfin, c'est un yoga complètement différent du yoga hatha qu'on a l'habitude. C'est un yoga... tout en mouvement, avec beaucoup de danse, avec beaucoup de moments de pleine conscience, etc., qui est très très chouette. Et donc ma prof, qui était psychologue, j'avais une grande confiance en elle, et un jour je lui ai dit, bah écoute, j'ai tel problème, est-ce que je pourrais venir te voir en séance? Oui, bien sûr. Elle a commencé les séances en me disant, tu vas voir, à un moment, tu auras envie d'arrêter, et c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu continues. Parce que quand ton cerveau va te dire c'est bon, on n'a plus besoin d'aller voir la psy, c'est à ce moment-là que le travail va commencer. Elle m'a posé un cadre et des bases, et j'avais cette conscience en elle parce que je la connaissais de l'extérieur qui m'a énormément servi. Et je me suis toujours sentie écoutée dans la bienveillance. À la fin de chaque séance, elle me dit c'est très bien Florence, la manière dont tu avances, etc. Regarde d'où tu pars, regarde où tu en es aujourd'hui. Elle a un accompagnement tellement bienveillant, tellement humain, que c'est comme... En fait, c'est la vie qui me l'a choisi. Elle est arrivée à moi parce que clairement, il y avait ce besoin-là. Ton chéri, il est suivi lui aussi? Non. On a eu une psychologue de couple, mais ça a été une cata. Ok. Donc, non. Est-ce que tu veux bien juste revenir? Tu as parlé de plateau technique. Donc Joanne, c'était pareil pour ta deuxième. Estelle, c'était pareil pour elle aussi en plateau technique? Alors Estelle, elle est née à l'hôpital d'Agen. Ouais. Et aujourd'hui, si je devais choisir entre clinique et hôpital, j'irais à l'hôpital à 100%. D'accord. Voilà, parce que à la clinique, c'était effectivement un plateau technique avec une sage-femme,
mais avec presque obligatoirement appel du gynécologue. En tout cas, les sages-femmes qui étaient présentes, elles n'accouchent pas sans gynécologue. Donc ça, moi, je ne le savais pas. À l'hôpital, les sages-femmes sont formées pour accoucher et c'est elles qui sont là, sauf s'il y a un vrai problème. Et vraiment, pour moi, entre les deux, entre la clinique et l'hôpital, il n'y a vraiment pas photo. Pour moi, c'est vraiment l'hôpital qui remporte la palme d'or. Et pourtant, je prône vraiment l'accouchement à la maison, mais malheureusement, en Lot-et-Garonne, on n'a personne pour... Parce que moi, ma fille a failli arriver dans la voiture. Donc, Ouais, raconte-nous. C'était aussi rapide que Joanne alors. Non, c'était plus rapide. Plus rapide. Bien. Raconte-nous un peu. Alors, ma fille, du coup, elle, par contre, a décidé d'attendre le dernier moment parce qu'elle était prévue pour le 28, si je dis pas de bêtises, elle est arrivée le 28. Ah. Voilà, donc nous, comment ça s'est passé? La dernière semaine, je suis allée chez ma mère qui habite à 5 minutes de la maternité, donc j'ai été une semaine chez ma mère. Oh, ça a été un peu dur parce que quand t'es pas chez toi et que c'est un peu dur. Le vendredi matin, je dis c'est bon. Là, de toute façon, elle a décidé qu'elle n'arriverait pas. Demain, il faut que j'aille à l'hôpital parce qu'il faut prendre rendez-vous pour le suivi, etc. Donc, vendredi matin, je rentre à la maison. Je sais plus, je crois que je suis quand même allée chercher mon fils à Agen le soir, donc j'ai fait mon aller-retour le soir. On avait une réunion avec toute l'association de village. Tout allait très bien. J'étais en pleine forme avec mon ventre énorme. J'ai appelé une copine qui devait accoucher 7 jours après moi, qui a accouché le 27. Elle m'a grillé à la priorité. J'ai passé 1 heure au téléphone avec ma copine. Je raccroche, il devait être 22h. Oui, il devait être 22h. Je vais aux toilettes et là, je vois que je perds quand même du sang. Je suis tiens, c'est rigolo. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais. Ok. J'appelle la maternité. J'entends une femme qui hurle. Je vous dérange peut-être. Oui, en fait, là, on peut pas trop vous répondre parce qu'on a plusieurs accouchements en même temps. Qu'est-ce qui vous arrive? En fait, je perds du sang, je sais pas si c'est normal ou pas, est-ce que je viens vous voir? Je sais pas, rappelez dans un quart d'heure, franchement, j'en sais rien du tout. D'accord, rappelez dans un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je sens qu'il y a des trucs, je me sens pas en forme. Je sais pas, là, je sens qu'il y a un truc. Donc, Christophe, qui était encore à la réunion, juste en bas, je lui dis, tu remontes en fait, je vais peut-être prendre un bain, mais quand même, j'ai pas pris de bain. J'appelle ma belle-mère, je lui dis est-ce que vous pouvez venir regarder Joanne là parce que je sais pas, mais on va quand même aller voir la clinique parce que j'ai besoin d'avoir un suivi, j'ai besoin d'aller les voir. On part d'ici à 22h30, une demi-heure de voiture pour arriver à l'hôpital. J'ai 2 grosses contractions que je gère hyper bien. Je m'étais fixé 3 trucs, c'était gérer la voiture, être maître de mon accouchement et profiter. C'était les seules choses que je m'étais dit. J'ai géré la voiture de fou. Tout s'est très bien passé. On arrive, avant d'arriver sur le parking, il y a encore 2-3 trucs à faire quand on arrive à l'hôpital d'Agen. Un petit chemin à prendre, etc. Et je dis à Christophe, ouf, elle arrive. Et lui, il comprend, on arrive. Il fait, mais oui, on arrive, t'inquiète pas, on va bientôt se garer. Moi, je reste dans ma bulle, je fais, ok, tout va bien. Et il me fait, allez, on sort là. Non, je ne peux pas sortir de la voiture. Ok, il va appeler les sages-femmes, il fait je sais pas, elle n'arrive pas à sortir de la voiture. Donc là, je fais quand même, je vais faire un effort, je me traîne jusqu'à la porte, elles arrivent avec la petite chaise là qui roule. Elle me dit vous allez bien et tout. Oui, ça va. Ok, on va faire les examens de routine, comment vous appelez et tout. Elle branche le monito, elle me met à la table, et c'était 2 avec moi. Et par contre, je vais pas pouvoir monter sur la table. Mais si, madame, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Alors, moi, je me présente, non, je ne vais pas pouvoir monter sur votre table. Et là, en fait, elle arrive. Bon, alors, je vais vous enlever le short, la culotte. D'accord. Elle m'enlève, je m'accroupis, et première poussée, la tête sort, et là, elle me dit est-ce que vous pouvez juste vous retourner? Oui, si vous voulez, je me retourne, elle l'accueille. Et du coup, Christophe était juste allé chercher le sac, il revient, il pousse la porte. Ma fille est née. Par terre. Voilà. J'adore. C'était comme ça. Donc, franchement, nickel. Voilà, ça s'est passé, mais le plus naturellement possible pour le coup. Mais alors, la sage-femme qui avait branché son monito, elle fait je m'y attendais pas, celle-là. Elle était à son 7e accouchement depuis son début de garde. Et elle me dit merci, parce qu'on en a d'autres qui arrivent. On se la place comme ça.
Et du coup, bah voilà. Ah, ça a dû faire un bien fou Ah aussi. bah rien à voir. Et là, du coup, j'ai pris ma fille dans les bras tout de suite. Je me rappelle, elle m'a regardée. Enfin, ça a été pour moi, ça a été merveilleux, quoi. Donc, le deuxième accouchement, magnifique. T'as essayé l'allaitement aussi pour ta fille? Oui. Ça s'est mieux passé que pour Joanne? Parce que tu as dit que Joanne c'était difficile, t'as eu des douleurs et tout. Oui, l'allaitement s'est beaucoup mieux passé, mais j'étais fatiguée. Vraiment, on était du coup 28 avril, ma fille elle est arrivée. Et en fait, j'ai détesté l'allaitement dès le début. Donc, c'était de la version. Joanne, je l'ai allaitée 2 ans, dont 6 mois où je me suis forcée à l'allaiter parce que je ne savais pas faire autrement. Et que je me disais, mais c'est bien pour lui, il faut que je continue. Et en fait, ma fille, dès la maternité, j'ai détesté ça. Donc, j'ai tenu 3 mois avant de passer au biberon. Et en fait, 3 mois, c'était au moment des vacances scolaires. Donc j'avais Joanne avec moi tous les jours, j'étais toute seule avec les deux. Et surtout, j'avais vraiment dans la tête elle commence la crèche en septembre, donc il faut que je tire du lait et tout. Enfin, je me suis mis une pression de fou. Et à un moment, j'ai dit non, je peux pas en fait. Je peux pas, j'y arrive pas. Elle va passer au biberon. Et en fait, pour moi, ça a été un soulagement. Donc je suis très contente d'avoir fait les 3 mois. Mais clairement, je suis très contente aujourd'hui de pas allaiter, quoi. Donc voilà. Savoir s'écouter, c'est bien. C'est ça. Et alors, maman de 2, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce quotidien de 2 enfants qui sont proches du coup en âge? Ils ont 2 ans d'écart? 3 ans et demi d'écart. 3 ans et demi d'écart? Ouais. Comment ça se passe ce quotidien avec 2 enfants? Des fois on dit, bon déjà avoir un premier enfant, ok, mais passer de 1 à 2, bon, peut-être autre chose. Comment tu le vis ce quotidien de 2 enfants? Et ben, au final, franchement, c'est assez naturel. Moi, j'ai eu l'impression qu'Estelle, elle était venue compléter la famille et que, voilà, c'était normal. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Autant j'ai galéré comme une folle pour Joanne parce que pour le premier, on a 1001 conseils. Pour Estelle, je dis non, mais les conseils, vous pouvez vous les garder. Parce que moi, j'ai déjà tout expérimenté avec le premier, donc là, j'ai fait avec la deuxième. Mes enfants, c'est yin et yang. C'est total opposé. Et ça se passe hyper bien. Ils sont extrêmement fusionnels. Donc déjà pendant la grossesse, Joanne, il ne pouvait pas aller se coucher s'il n'avait pas dit bonne nuit à sa sœur. Donc là aujourd'hui, ils sont dans la même chambre. Et Joanne dort dans sa chambre. Il a fait sa première nuit complète quand ma fille est arrivée, pratiquement, à peu de choses près. Oui. C'est venu l'apaiser en fait sur plein de choses. Elle est extrêmement calme et du coup, elle vient contrebalancer son côté complètement foufou. Et je pense que lui, il vient lui amener des trucs où elle serait peut-être restée un peu posée. Et en fait, elle le voit, du coup, elle est là, c'est trop bien, donc elle veut faire. Et en fait, tout se fait naturellement. Donc, moi, je préfère avoir 2 enfants que Joanne tout seul. Parce que, alors oui, ça a des côtés de, quand elle est en train de faire la sieste, je peux pas l'emmener faire une balade. Mais je trouve que tout ça... Belle complémentarité. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, moi, c'est un vrai plaisir de les avoir tous les deux. Ouais, c'est trop chouette. Alors, pour finir, est-ce que tu voudrais partager un mot, une phrase, un message qui te paraît important pour des futurs parents, peu importe comment ils vont vivre l'après, mais voilà, tu te dis, en tout cas, moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça, et je trouve que c'est important que les parents l'entendent. Moi, alors je ne veux pas donner de conseils parce que je trouve que les conseils, on en a plein. Moi, la seule chose que j'aimerais vraiment dire aux parents, c'est faites-vous confiance, coupez des conseils extérieurs parce que chacun y va de son expérience, mais votre enfant, vous êtes le seul à le connaître. Et surtout, quelque chose qui aujourd'hui, je me le répète en boucle et que je dis en boucle à tous ceux qui vont avoir un bébé, c'est que tout passe et que on est des milliards en train de vivre la même chose. C'est hyper important. Moi, je me suis sentie la plus seule au monde. J'avais l'impression d'être la seule dans la merde que je traversais, d'être la seule à pas dormir, que ça s'arrêterait jamais. Pour moi, la première année, pour moi, ma vie, elle était foutue. Et j'ai pensé au suicide très très régulièrement. Enfin, ça a été tous les jours un combat de continuer à vivre, quoi. Et ce truc de ça va passer, ça ne reste pas un bébé. Un jour, il va faire ses nuits. Un jour, il va manger tout seul. Un jour, il n'aura pas besoin que je le prenne dans les bras. Et aujourd'hui, avec ma fille, en tout cas, c'est vraiment ce que je fais, c'est que
Oui, là j'en ai marre, j'ai envie qu'elle marche parce que c'est lourd de la porter tous les jours. Et je la serre très fort contre moi et je me dis, dans 2 ans, elle aura plus envie de ces câlins comme ça où je la porte. Donc c'est aussi remettre un peu, quand on est parent, le temps il paraît complètement déformé parce que nos journées elles font pas 24 heures, nos parents, elles en font 48, mais dans 24 heures. Mais ça passe en fait. Donc les contractions elles passent, les nuits pourries elles passent, les moments où on les porte ils passent, les moments où ils jettent la nourriture ça passe, tout passe en fait. Les crises elles passent. Et on est le meilleur parent que l'enfant ait besoin en fait. Donc à partir du moment où on se pose cette question, est-ce que je suis un bon parent? C'est que oui, déjà on l'est en fait. Les gens qui sont des parents maltraitants, ils se posent pas ce genre de questions. Super, c'est très bon. Merci beaucoup, merci pour ton partage.